Nous sommes le 4 janvier 1903. Topsy est un éléphant appartenant au Luna Park de Coney Island. Victime de maltraitance, l'animal finit par tuer 3 de ses soigneurs. Le cirque décide alors de se séparer de l'animal et de le condamner à mort par électrocution. Cela va même encore plus loin car le cirque décide de mettre en scène la mise à mort de l'animal, avec un spectacle qui a rassemblé près de 1500 personnes. Un show morbide qui a été filmé par nul autre que Thomas Edison. Oui, l'inventeur. Le film, qui dure à peine 1 minute, est d'ailleurs disponible sur YouTube. Ce documentaire pourrait bien être considéré aujourd'hui comme le tout premier snuff movie. Le snuff movie désigne des œuvres audiovisuelles qui mettent en scène de véritables scènes de violence non simulées. Si des images crues et non simulées existent depuis les débuts du cinéma, notamment dans le milieu documentaire, avec par exemple les tristement célèbres images de la Seconde Guerre mondiale, qu'en est-il vraiment de la fiction ? Déjà, l'usage d'images documentaires dans la fiction a toujours existé. Beaucoup de films de série B ont utilisé des images d'archives pour compléter leurs films et éviter ainsi de trop grands frais de production. C'est par exemple le cas de Plan 9 from Outer Space d'Ed qui a utilisé des images de guerre pour compléter certaines de ses scènes. Dans d'autres cas, l'usage d'images d'archives permet d'ancrer un peu plus l'histoire dans le réel. C'est par exemple le cas de Forrest Gump, dont les images documentaires permettent d'apporter un contexte historique à la fiction. Mais il permet aussi de jouer avec en modifiant une image d'archive. L'image documentaire a donc toujours été utilisée pour accompagner la fiction. Des images parfois dures qui viennent servir un propos, bien loin du contexte dans lequel il a été tourné à l'origine. Mais le snuff movie va bien plus loin, puisqu'il met en scène de véritables violences. Le terme snuff vient d'ailleurs de snuff out, qui signifie zigouiller, ce qui dresse déjà le sombre portrait de ce genre de film. C'est surtout à partir des années 70, avec l'arrivée du cinéma contre-culturel, que les snuff movies apparaissent. Le terme de snuff movie apparaît pour la première fois en 1971, dans un livre sur la famille Manson, dans laquelle un de ses membres admet que la secte aurait été impliquée dans la production d'un film dans un studio californien. Certains réalisateurs italiens s'essaient au genre, et plusieurs films font évidemment scandale. On peut déjà citer Cannibal Holocaust, Salo ou Les 120 jours de Sodome, pour citer les plus célèbres. Pour Cannibal Holocaust, seule la maltraitance animale a été avérée, mais de nombreuses accusations autour de viol et de meurtre humain ont été rapportées. Certains films jouent d'ailleurs sur l'appellation de snuff movie, comme Guinea Pig de Hideshi Inno, qui a fait scandale en faisant croire au public que les images de son film étaient bien réelles. Même s'il est avéré bien plus tard que toutes les images sont fausses. Mais aujourd'hui, aucun snuff movie n'a été réellement authentifié. Dans l'imaginaire collectif, le snuff movie renvoie surtout à des légendes plus qu'à une réalité, mais il nous fait surtout réfléchir aux limites du cinéma. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, sur la violence au cinéma et sur ce qui est montrable à l'écran ou non. Le snuff movie représente donc bien la limite du montrable et du supportable, puisqu'il ne s'agit plus ici de mise en scène, mais de réalité. Parce que le snuff movie interroge également les intentions de mise en scène du réalisateur. Mais si le monde du cinéma a fait du snuff movie une légende, avec laquelle certains réalisateurs glauques ont aimé jouer, c'est surtout l'arrivée d'Internet qui a poussé la production de films, et surtout de vidéos morbides, où tous les plus grands vices ont été filmés, depuis la torture et le meurtre jusqu'au viol. Beaucoup de ces vidéos ont été réalisées dans un contexte idéologique, politique ou religieux. Avec l'arrivée de conflits contemporains comme la guerre d'Irak, plusieurs cas de décapitation d'otages ont été rapportés. Mais ce qui va beaucoup interroger les snuff movies, ce sont aussi la consommation de ces films, et surtout la fascination du public pour la violence réelle. Certains films prennent d'ailleurs le snuff movie comme sujet, et nous interrogent également sur le rapport du public à ces images dures. En 1968 par exemple, Le Voyeur mettait en scène un tueur en série qui filmait l'assassinat de chacune de ses victimes. Vidéodrome de David Cronenberg met plutôt en avant la fascination morbide d'un homme pour ces images et les conséquences entre folie et filmanté. L'aspect presque légendaire de ces films a également inspiré 8 mm de Joel Schumacher, qui place un enquêteur qui cherche à démontrer la véracité d'un snuff movie.
Dans The Brave, le personnage principal accepte d'être tué devant les caméras en échange d'argent afin d'assurer la survie de sa famille. Son rapport à la politique est également montré dans le tout premier épisode de Black Mirror, qui a d'ailleurs contribué à populariser le terme auprès du grand public. Malheureusement encore trop présent sur internet, le snuff movie scandalise, parce qu'il détruit des vies au nom d'un fantasme morbide, mais l'arrivée d'internet et la multiplication morbide de vidéos de crimes nous montrent que ces images crues ne touchent pas qu'à la fiction ou au documentaire, mais bien à toute représentation filmée d'actes cruels non simulés. Et de nombreux faits divers dont les vidéos ont été rendues publiques sur certains sites relancent la polémique. Une affaire datant de 2012 a notamment fait parler. Luca Magnotta, surnommé le dépeceur de Montréal, tue un étudiant et publie la vidéo de son crime sur internet. Bien qu'il ait été arrêté, la vidéo n'a pas été supprimée. Pire encore, le propriétaire du site déclare que la vidéo a connu un succès soudain, atteignant à l'époque 600 000 vues. Alors entre vidéastes fous et spectateurs voyeuristes, le snuff movie rassemble tout ce qu'il y a de plus malsain. Ce qui relevait d'une légende urbaine qui interrogeait à l'époque les limites du montrable et du supportable est devenu une réalité tristement morbide. Alors légalement, que se passe-t-il ? La question est difficile. Déjà en ce qui concerne les films de fiction ou documentaires, la censure et la réglementation varient d'un pays à l'autre et suivent des procédures très strictes et très sévères. Mais en ce qui concerne internet et les vidéos diffusées, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des sites ont des serveurs à l'étranger, ce qui rend toute procédure beaucoup plus complexe. Juridiquement, les outils et les procédures sont limités. Des plaintes peuvent être déposées, mais dans les faits, seul Interpol peut vraiment agir. Pour certains sites plus connus comme YouTube ou Dailymotion, les restrictions sont plus strictes, mais ont été pendant très longtemps soumises à l'œil du public, avertissant dès qu'une vidéo sortait du cadre légal. Au final, peu importe le médium utilisé, le snuff movie fait parler. Au-delà d'avoir créé la légende, le cinéma a presque eu un rôle de prédicateur. La plupart des films évoquant le snuff movie nous parlent d'une quête d'image jouant avec la limite du montrable. Une quête d'un morbide bien trop réel en quelque sorte. Un voyeurisme qui a construit toute une imagerie sur ce qui se fait de pire chez l'être humain, et dont personne ne sort indemne. Auprès du public, quelles limites pouvons-nous poser sur ce qui est montrable ou non ? Les documentaires de guerre, par exemple, nous ont montré les pires horreurs de l'humanité. Ces images qui ont fait énormément de débats, et notamment les films de fiction qui les ont reprises, portent aujourd'hui un sens particulier dans leur projection et dans la médiation qu'on y porte. Ces images reflètent avant tout l'intention d'un devoir de mémoire. A l'inverse, les snuff movies présentent avant tout une forme de voyeurisme morbide qui interrogerait, dans le fond, les limites de notre divertissement. Jusqu'où l'horreur et le morbide peuvent-ils nous divertir ? Côté documentaire, nous ne pouvons pas nier notre intérêt pour les faits divers et les documentaires true crime. Mais jusqu'où ces documentaires peuvent-ils aller ? Que sommes-nous réellement prêts à voir ? Côté fiction, lorsque nous regardons un film, aussi réaliste soit-il, nous savons au fond de nous qu'il y a des ficelles, des effets spéciaux qui viennent expliquer le sang, la torture et les crimes, et ce malgré notre suspension consentie de la réalité. Une distance entre le public et les images qui n'empêche pas de créer certains traumatismes. Alors lorsque nous savons qu'une image est bien réelle, c'est tout notre univers qui bascule. Pourtant, beaucoup de films ont joué avec la limite du snuff movie. Certains films, bien qu'ils relèvent de la fiction, ont joué avec un niveau de réalisme bien trop intense. C'est par exemple le cas de A Serbian Film, dont les représentations d'agressions sexuelles ont provoqué une controverse à l'international. Son réalisateur justifie ses choix de mise en scène comme la représentation d'une frustration enfouie en lui après avoir vécu la guerre de Yougoslavie. D'autre part, certaines méthodes de mise en scène ou de jeu d'acteurs, jugées malgré tout plus soft, ont également été critiquées. L'acteur studio, par exemple, apparu à la fin des années 40, reprenant la méthode de Stanislavski, demande aux comédiens de s'investir à fond dans leur rôle, aussi bien sur le plan émotionnel que psychologique, une manière d'incarner à fond le personnage. De nombreux acteurs s'y sont intéressés, comme Marlon Brando. Ce sont parfois des rôles qui échappent aux comédiens et qui ont du mal à sortir de leur personnage. Ça a été notamment le cas de Jim Carrey, qui a utilisé cette méthode pour interpréter l'humoriste Andy Kaufman dans le film Man on the Moon. Un rôle qu'il continue d'incarner même entre deux prises,
en profitant pour rendre visite aux parents de l'humoriste décédé en 1984. Mais quel rapport avec les snuff movies? Eh bien, certaines interprétations sont telles que l'on en vient également à se demander jusqu'où l'acteur peut aller pour jouer un rôle. Je pense notamment à Christian Bale, acteur connu pour ses transformations physiques. Mais bien d'autres films ont aussi joué avec la limite du snuff movie et de ce qui est réellement montrable. Dans Django Unchained, il y a cette scène improvisée où Leonardo DiCaprio se coupe la main avec un verre brisé. L'acteur continue pourtant de jouer malgré le sang coulant sur sa main, n'hésitant pas à étaler partout, y compris sur le visage de Kerry Washington. Chacun pensera évidemment ce qu'il veut de cette scène, mais il s'agit après tout d'une scène de violence non simulée. Il y a également un autre film qui a beaucoup fait parler, Roar. Le film est surtout connu pour ses conditions catastrophiques de tournage. Plusieurs félins ayant été amenés sur le plateau tout au long du film, des soucis de dressage et de sécurité ont causé plusieurs accidents. Les fauves, anxieux, se sont attaqués aux comédiens et aux techniciens. Certains plans tournés lors de ces attaques ont été gardés au montage final. Et certains décrivent ce film comme étant une sorte de snuff movie grand public. Mais ce qui fait surtout la renommée du snuff movie, c'est bien surtout la légende qu'il incarne. Et cette légende peut s'incarner autour de films bien précis. Durant le tournage de The Crow, l'acteur Brandon Lee se prend un projectile suite au tir d'un revolver, censé être chargé à blanc. La scène ayant été filmée, une théorie apparaît chez les fans, persuadés que c'est bien ce plan qui aurait été gardé au montage. Le snuff movie est souvent utilisé pour désigner le point de transgression ultime, celui que nous ne pouvons pas franchir. Le cinéma, qui a évoqué ce sujet à bien des reprises, a permis la création d'un imaginaire collectif autour de ces films. Derrière la diffusion de ces images extrêmes, qu'elles soient documentaires ou fictives, il y a également un paradoxe qui en est. Un paradoxe notamment soulevé autour du zapping de Canal+, qui plusieurs fois a partagé des images dures. Une diffusion d'images qu'on dénonce. Et le paradoxe s'étend chez les spectateurs qui peuvent alors s'offusquer de ces images tout en restant voyeuristes. Alors qu'on reste dans la fiction pure ou bien dans des images réelles, le snuff movie interroge notre rapport aux images, mais aussi notre sensibilité. Une question qui existe depuis les tout débuts du cinéma et qui a depuis bien évolué, bien sûr, mais qui trouve un écho particulier aujourd'hui où les images font partie de notre quotidien. Toute l'imagerie du snuff movie s'est aujourd'hui construite non seulement sur ce que le cinéma nous avait déjà proposé, mais qui se retrouve aujourd'hui confrontée à ce qu'Internet a proposé de pire.